Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry dans le cadre de notre série Histoire de business où nous donnons la parole à des entrepreneurs et expatriés qui ont su se réinventer à l'étranger. Thierry est un entrepreneur, ou devrais-je dire multi-entrepreneur, et son parcours aux États-Unis est un véritable exemple de résilience, persévérance, mais surtout d'audace. Son histoire illustre parfaitement une chose, ne jamais lâcher son projet. Ne jamais se décourager face aux défis de l'immigration et continuer à croire en ses ambitions, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Bref, je ne vous en dis pas plus, mais je peux vous promettre que cet épisode est profondément inspirant, authentique et motivant. Je vous souhaite une très bonne écoute et je suis certaine que vous allez apprécier autant que moi le partage de Thierry. Bonjour Thierry, comment vas-tu? Bonjour Amélie, ça va? Et toi? Ça va très bien, je te remercie. Merci par avance de ta présence sur ce podcast. Nous allons pouvoir découvrir ensemble ton aventure de vie, parce que je pense que tu as une aventure de vie bien remplie. Absolument. Peut-être si on peut commencer de façon très générale, je te propose que tu te présentes de la façon dont tu le souhaites. Ok, bah écoutez, moi je m'appelle Thierry Gaëtan, je suis originaire de la Guadeloupe. J'ai passé toute mon enfance en France métropole, en Île-de-France notamment. Et puis je suis issu du domaine bancaire. Donc j'ai passé l'ITB et j'ai intégré la banque où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, notamment 7 ans en tant que directeur d'agence. Puis une fois que j'ai quitté la banque, je me suis mis à mon compte et j'ai commencé ce qu'on appelle la vie d'entrepreneur que tu dois connaître. J'ai un petit peu touché à différents métiers. Déjà de par mon background, donc j'étais conseil pour des chefs d'entreprise. Donc j'ai eu un cabinet de conseil. Et puis à côté de ça, j'ai fait beaucoup de choses, de la formation. J'ai été DAF dans une chaîne de télé. J'ai eu société de transport, des restaurants, de l'immobilier. Enfin beaucoup de choses en région parisienne. Ok, super. Effectivement, ça a l'air d'être beaucoup de projets très enrichissants. Et là, actuellement, où t'y situes-tu? Alors aujourd'hui, je suis dans le New Jersey, à 35 minutes de Manhattan. Donc en général, on dit New York, mais en vérité, je suis dans le New Jersey, un État frère, comme on dit, cousin. Et donc je suis installé ici depuis maintenant 10 ans. Je suis venu ici en 2015 avec mon épouse et mes 4 enfants. Ma dernière avait 6 mois, donc c'est une vraie américaine. Et donc voilà, on est installé ici et on est très content d'être aux États-Unis. Ah, ok, c'est cool. Merci de nous partager ton retour, parce qu'en plus, là, en ce moment, il y a pas mal de polémiques, hein, les États-Unis, politiquement parlant, Oui. les médias aussi. Il y a beaucoup de choses là qui sont communiquées sur les médias de façon plutôt agressive, là, notamment en Europe. Donc, ça va être intéressant d'avoir aussi un point de vue de quelqu'un qui vit là-bas. Puis, on n'est pas là pour faire de la politique, mais simplement pour avoir les expériences personnelles de chacun. Peut-être, si on part un petit peu en arrière pour bien comprendre un peu la genèse du projet de vie, mais surtout du projet d'entreprise là que tu as créé dernièrement aux États-Unis, justement, on y reviendra tantôt. Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, tu t'es dit, je quitte la France pour aller aux États-Unis? Est-ce que c'était évident? Est-ce que c'était quelque chose de rapide, de facile? Comment ça s'est passé? Alors, est-ce que c'était évident? Non. Est-ce que j'y avais pensé? Pas du tout. En tout cas, pas aux États-Unis. On avait évoqué, moi, avec mon épouse, peut-être de partir en Espagne, dans le sud de la France, tu vois, un peu plus soft. Mais il y a eu une opportunité en fin 2014 de racheter un restaurant ici à New York, à Manhattan. C'était à Harlem. Et donc voilà, les choses se sont emballées. On s'est rendu compte que probablement qu'on était en retard, on va dire, sur le projet divin. Hein. Moi, je dis ça comme ça. Donc on avait un appel à venir ici aux États-Unis et Ça veut dire quoi qu'est-ce que tu veux dire, on était en retard? bah, ça veut dire que probablement que on a senti une pression que voilà, c'est le temps de quitter la France, Ok. malgré qu'on avait des investissements, malgré qu'on venait d'acheter un appartement, un beau loft.
qu'on était en plein travaux et bon, on a senti que bah écoute, l'opportunité est là, il faut la saisir et que parfois c'est pas toi qui décides ou pas comme tu le souhaites. Et donc on a commencé à faire des allées et venues au moins pour comprendre un peu comment ça se passe ici à New York. Où s'installer, l'école des enfants, on en avait trois à l'époque, mais mon épouse était enceinte. On a décidé, on a réfléchi, est-ce qu'il faut qu'elle accouche en France ou aux États-Unis? Donc tu vois, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable. Et puis au final, on a pris la sécurité, elle a accouché en France. Déjà pour le coût. Ici aux États-Unis, c'est à peu près 25 000 € Ouais. l'accouchement. Et puis aussi parce qu'on était plus à l'aise en français au cas où il y aurait eu des complications. C'était quand même plus raisonnable d'être en France. Donc elle a accouché en France et puis on est arrivé ici en août 2015 avec un visa E2, Ok. euh, visa d'investisseur. Donc j'ai investi en achetant ce restaurant sur Harlem. Ok. Et donc Génial. Donc, une opportunité qui s'est présentée, vous avez écouté les signes, vous l'avez saisie. Bravo à vous pour ça, parce qu'effectivement, des fois, c'est pas le chemin tout tracé, mais il faut, on va dire, sauter le pas. mettre en place des choses là pour pouvoir arriver à l'objectif. Puis, est-ce que tu avais... Donc, c'était un restaurant, quel type de restaurant, comme quel type de restauration? Alors, c'était un restaurant français Ok, que j'ai racheté à un Français. ok, Il était le premier sur Harlem à ce moment-là en tant que restaurant français. Bien sûr, à Manhattan, il y a plus de 1000 restaurants français, donc c'est pour dire que j'étais pas du tout l'exclusivité. Mais sur Harlem, c'était une place connue. Donc on s'est entendu sur les chiffres et puis les choses se sont faites tellement rapidement et naturellement. C'était incroyable, hein, mais maintenant que je vais aux États-Unis, je comprends que c'est des choses qui sont en fait tout à fait communes. Venant de France, on était juste émerveillés de la rapidité, de la simplicité. On a préparé notre visa E2 avec notre avocate. On est allé à l'ambassade en France, 6, puisqu'on devait tous venir à ouais. l'ambassade. Et puis voilà, le tampon, les valises, on a pris le strict minimum, juste des vêtements. On avait déjà fait deux, trois allers-retours, donc on avait trouvé où habiter, quel appartement, quelle école, dans quelle école iraient nos enfants. Et puis voilà, 26 août 2020, 2015, hop, on a Ok, fait le pas génial. et on est arrivé dans le New Jersey. Ouais. Donc, c'était un rachat de business, hein. C'était un rachat, ouais. OK, un rachat business. Puis à l'époque, le 2, me semble-t-il, il était plus long que maintenant, hein. C'est ça, il était sur 5 ans, Ouais. 2015-2020. 2020 Covid, Ah ben oui, ben oui. possible de le renouveler. Pas possible de le renouveler dans ces conditions? Non, parce que bah, si tu te souviens, tout était fermé, les ambassades, les vols, donc en fait, tu pouvais pas sortir du pays. My God, comment vous avez fait? Et ben attends, l'histoire est exceptionnelle, c'est que ça a réouvert en 2021, en octobre à peu près. On a eu un rendez-vous pour janvier 2022. Et donc, quand c'est comme ça, il faut ramener tout le monde. Donc, on est parti pour une semaine et on est resté 9 mois à Paris. Et ils nous ont refusé le visa. Et on est resté 9 mois avec les enfants à Paris en attendant de pouvoir représenter un deuxième visa. Puis pourquoi ils te l'ont refusé? Parce qu'en plus, normalement, ce genre de renouvellement, c'est en lien avec ton business, comment il a évolué, etc., les chiffres. Est-ce que c'était ça qui bloquait ou c'était la conjoncture actuelle aussi qui faisait des mauvaises planifications financières? Bon, il y a un peu de tout. Premièrement, tu sais ce que c'est la vie. Tu commences avec quelque chose, tu finis avec autre chose. On a commencé avec un restaurant en 2015, mais en 2018, on l'avait déjà vendu. Donc, on a recréé un autre business. En l'occurrence, j'avais un magasin de chaussures haut de gamme sur Manhattan, à côté de Times Square. Et donc, c'est sur ce projet-là qu'on a présenté notre nouveau visa E2. Et pour eux, ils comprenaient pas ce que c'était comme activité. Il y a 90% des Français qui font leur visa E2 avec des restaurants. Ça, c'est le plus simple. L'immigration, ils comprennent. Il y a des salariés américains, c'est très simple. Là, c'était chaussures de luxe, haut de gamme, marché de niche. Ils comprenaient pas. Les Et ils ont chaussures fait. de luxe, c'est comme un vendeur au détail de marque haut de gamme.
peu comme franchement. Berluti, mais en beaucoup plus petit. Donc ils ont considéré que c'était pas assez bon pour les États-Unis, assez gros, assez porteur. En gros, ils y ont pas cru. Ils ont refusé le dossier. Et donc, pendant 9 mois, et quand tu as un refus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as un refus de visa, tu peux pas rentrer avec l'ESTA. Ouais. Donc, tu es obligé d'attendre un autre visa pour pouvoir rentrer aux États-Unis. Alors, tu avais la maison, les voitures à payer, l'électricité, enfin, c'était incroyable. Et Mhm. donc, nos enfants savaient pas si on pouvait revenir et quand. Donc, ça a été 9 mois un peu pénible. Et comme c'était après Covid, ben les rendez-vous ils étaient extensibles. Donc on a eu le refus en février, 1er février, et ils nous ont donné le prochain rendez-vous en octobre. Ok. Waouh, ça doit être. Et donc là, tu devais. Comment tu faisais pour gérer à distance ta vie, tes voitures? En plus, admettons, il neige, tu peux même pas déneiger ton auto ou la changer de place pour Et qu'il y ait la déneigeuse, enfin, ce genre de détails, mais. c'était la folie. On est parti avec une valise pour une semaine, on est revenu avec 12 valises remplies. Enfin, je t'enverrai les photos, c'est Ah juste. ouais. Et puis, ben, on avait deux, trois personnes. C'est vrai qu'on avait un jardinier, donc il était obligé de venir couper l'herbe au printemps. Enfin, c'est fou. Ouais, ouais, c'était fou. Tu allumes ta voiture à distance pour la faire tourner. Enfin, j'avais des caméras dans la maison, donc non, c'était incroyable. Et puis surtout, la pression financière, parce que, et comme tu l'as dit tout à l'heure, les États-Unis, c'est un niveau quand même assez élevé en termes de coûts. Et donc tu devais payer tes charges, donc ton prêt immobilier, etc., ton prêt de voiture et tout, et puis bah, payer ton logement en France, quoi. Ah, vous aviez acheté à ce moment-là aux États-Unis votre résidence principale? Ouais. On avait un mortgage à 7 500 $ par mois, plus les taxes, donc on était à peu près à 10 000 que pour la maison. Donc imagine-toi, pendant 9 mois, c'est... Voilà. Et Effectivement. surtout, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est de pas savoir si tu vas pouvoir rentrer. En fait, c'est ça le pire. Mais comment tu fais pour pas perdre espoir? Parce que tu sais, j'essaie de me mettre à ta place, puis je me dis, mais à un moment donné, tu te dis, faut arrêter l'hémorragie, puis comme faut fermer une porte, et tant pis. Comment tu fais pour pas perdre espoir? Ce qu'on s'était dit, c'est on se donne quelques mois et on avait déjà une solution de repli. On s'était dit, nos enfants sont bilingues maintenant, ils parlent anglais. Si on doit rester un an et refaire un dossier dans un an, on va essayer d'aller en Espagne pendant un an pour qu'ils soient trilingues. Voilà. Et on était en train de chercher dans quelle ville on allait aller en Espagne. Donc on avait pris Barcelone, Madrid et Valence. Et la dernière décision, c'était de partir un an à Valence, Ok, au cas où on n'aurait pas pu rentrer. ok, je comprends. Donc vous aviez quand même un plan B, même À un si moment, tu es papa était obligé, en fait. sécuritaire. Bah oui, c'est ça. Tu sais, ton avocate, elle te dit, tu peux pas rentrer. Tu dis, mais au moins laissez-nous rentrer pour ne serait-ce que vendre ce qu'on a, ou tu vois. Et elle dit non, vous n'avez pas le droit. Tu peux pas, tu peux pas. Tant que t'as pas un nouveau visa, tu ne peux pas. Et ton prochain visa, tu es obligé de passer à l'ambassade. Donc c'est septembre ou octobre. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé alors après septembre, octobre? Comment vous en êtes sortis finalement? Eh ben, j'ai réinvesti dans un restaurant. J'ai racheté un restaurant. Donc on refait un E2, on repart de zéro là. Exactement, Ok. exactement. Et bah forcément, ils connaissent, ils comprennent. J'avais déjà un restaurant avant, j'en rachète un pour eux, il y avait une certaine logique. Et donc, j'ai racheté un restaurant, toujours à Harlem. Et c'est comme ça qu'on a pu revenir. Ok, donc là, et donc vous avez gardé ce restaurant la durée Oui, totale du visa finalement, oui, celui-ci? on l'a toujours. Et donc là, on est dans un process de green card. Ma femme ayant été sponsorisée par un employeur. Donc là, on est en process et je pense que d'ici les 4 5 prochains mois, on devrait enfin obtenir notre green card. Ok, waouh, super. Donc elle a un métier qualifié qui lui a permis d'avoir une sponsor. Ok, Exactement. génial, Ouais. super. Et d'ailleurs, c'est un point qui est quand même assez troublant, c'est-à-dire que quand nous on est venu, et c'est vrai que quand on ne sait pas, on ne sait pas.
Quand on est venu, notre avocate, elle avait l'air de nous dire qu'avec le E2, il y a une passerelle pour pouvoir avoir la green card. Et en fait, dans les faits, il y a, je sais pas, 3% des gens qui ont un E2 qui peuvent accéder à la green card. C'est pas une passerelle du tout. Donc, on peut vous renouveler votre E2, donc visa d'investisseur, autant de temps que votre société existe et que les chiffres sont bons. Donc, pendant 20 ans, tu peux avoir un E2 sans jamais accéder à la green card. C'est ça. Puis toi, est-ce que là, tu avais un peu peut-être une déception ou en tout cas une surprise de voir que dans la vie Clairement. sur le terrain, finalement, c'était pas si simple que ça de pérenniser ton immigration? Clairement. Et puis, ça pose d'autres problèmes, c'est que tes enfants n'ont pas le droit au social quand tu es sous E2, donc tu peux pas les mettre dans tes taxes. Donc, quand ils vont au collège, maintenant qu'ils sont à l'université, ils peuvent pas accéder aux bourses, même s'ils sont très bons. Enfin, c'est tout des conséquences que tu ne peux pas imaginer au départ. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'ai des investisseurs ou des personnes qui veulent s'installer ici aux États-Unis, je donne ce genre de conseils-là. Attention, malgré tout, le E2, c'est un très bon visa, mais il y a quand même des contraintes qui sont indéniables. C'est sûr. Puis donc là, je comprends que tu as fait, donc pour ce deuxième E2, une stratégie différente où là, tu t'es dit, je vais peut-être garder mon business pour être sûr de pouvoir voilà, avoir de la stabilité, hein. Ton business, il roule bien, là, c'est toujours un restaurant français à Harlem, tout pareil? Sénégalais et ça se passe très bien. Ah, sénégalais, ok, parfait. Plus en backup, et oui, ça se passe bien. T'es le seul investisseur sur cette entreprise? On est deux, je suis avec un associé. Ok, puis cet associé, il est rentré tout de suite lorsque tu as fait ton Il visa était- E2? C'était déjà mon associé dans mon autre restaurant, donc voilà. Donc, après, c'était simple de travailler avec lui. Ok, effectivement, super, trop bien. Puis là, j'imagine c'est suffisamment développé pour que tu gères facilement à distance un petit peu le restaurant et tout. C'est ça, c'est ça. Je suis vraiment passif. Ah, ok, génial, c'est super. Bon, bah, ça, c'est génial, ça s'est bien développé, ça s'est stabilisé. Là, tu as ton équipe, tu as tes choses, ça roule, quoi. Absolument, absolument. Ok, trop cool. Bon, bah, bravo pour ça, hein, parce que déjà, là, on voit une grande résilience Ah quand oui. même familiale, parce qu'en plus, avec des enfants et tout, tu sais, je pense que le stress, il est multiplié, en fait. Bah oui. Oui, les copains qui écrivent, tu viens quand? Donc au début on dit qu'on part pour une semaine et puis au mois d'avril l'école nous voit pas. Au mois de mai elle dit bon ben on les déscolarise parce qu'ils les ont déscolarisés. Et là tu te dis waouh ils ont perdu une année, comment ça? Enfin ouais non c'était incroyable. Waouh, mon Dieu. Et vraiment, je bravo à vous, parce que comme quoi, finalement, C'est il y a ça. toujours une solution. Génial, très beau. Ben, en tout cas, on commence fort là, hein, pour cet Ouais, épisode. c'était pas prévu hein. Ouais, je trouve que c'est vraiment représentatif aussi de la vie d'un entrepreneur expatrié. À un moment donné, il y a des réalités qui nous rattrapent. Puis peut-être juste pour clôturer un peu cette partie-là de ta vie, parce que je la trouve vraiment très intéressante, je me mets à ta place encore une fois, puis je me dis, mon Dieu, t'as dû quand même t'en vouloir un peu d'avoir vendu ce premier resto, non? Non, parce que comment c'est arrivé, c'est pas, voilà, c'était dans le fil des choses, c'était une certaine logique. J'avais vendu celui-là, j'en avais un deuxième, ça n'a pas fonctionné, le Covid est arrivé anyway. Donc en vérité, beaucoup de restaurants, si tu as regardé un peu, se sont fermés, ont clôturé pendant Covid. Donc là, pour dire, moi je l'ai vendu et aujourd'hui il est fermé parce que le propriétaire, le loyer à l'époque c'était 25 000 par mois. Et pendant Covid, le propriétaire, alors que le resto était fermé, il a continué à charger le loyer. Et à la fin Covid, il a dit au propriétaire, donc à celui à qui j'ai vendu, il lui a dit, bah tu me dois 350 000. Et lui, il a dit, bah 350 000, on n'a pas bossé, monsieur. Il a dit, ouais, mais on n'a pas bossé, mais c'est pas mon problème. Ah, et il a dit, bah écoute, avant que je récupère 350 000, bah je préfère arrêter. Et là, tu fais faillite, là, à un moment donné. Donc, dans un cas ou dans l'autre, après Covid, il serait plus existant. Donc, Ok, ouais. non, on voulait pas d'avoir vendu le resto. Par contre, tu te dis, waouh, t'as amené ton épouse, tes quatre enfants dans une sacrée aventure. Tout se passait plutôt correctement. Et là, tu te retrouves, ils se sont installés. Ça fait 6 7 ans qu'on est là et ils ont leurs amis, voilà, leurs habitudes. Et là, c'est quoi la suite, quoi?
Tu vois? Donc c'était plus ça en fait, c'était plus de se dire est-ce que vraiment on va pouvoir rentrer aux États-Unis? Ouais, je comprends. Puis, j'ai l'impression, tu as quand même fait ton immigration aux États-Unis, tu avais quel âge à ce moment-là, si c'est pas indiscret? Quand je suis venu ici, j'avais 40 ans. Ok, Quand 40 ans, on a fait 45, 46, 47, donc on est reparti à Paris, j'avais 47. Donc ok. ça fait quand même 7 ans qu'on était là, donc tu peux imaginer qu'on a pris des habitudes et que finalement, malgré ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de propagande en Europe sur les États-Unis, mais quand on y est, on s'y sent quand même plutôt bien. Moi, je n'ai pas de problème et je suis même très content d'être ici. Donc pour nous, c'est notre maison maintenant, tu vois. Bah oui, je comprends. Ce qui est le fun aussi à travers ton histoire, c'est de se rendre compte que bah déjà, il n'y a pas d'âge pour immigrer. Des fois, on peut se dire, ah mon Dieu, mais est-ce que c'est pas trop tard? Ou tu sais, est-ce que je suis pas trop âgée? J'ai déjà des enfants. Toi, tu t'es jamais freiné en fait par rapport à tout ça. Non, il n'y a pas d'âge et il faut pas se mettre de contraintes. C'est, si tu veux, tu peux, en fait, c'est la réalité. C'est toi et ta persévérance, toi et ce que tu veux aller chercher. Il y a des gens à 20 ans, ils réussissent pas. Il y a déjà à 50 ans, ils réussissent pas. Bien Euh, sûr. Maintenant, si tu sais ce que tu veux et que tu te donnes les moyens, 40 ans, 45 ans, enfant, pas enfant, marié, pas marié, il faut que tu pousses, quoi, voilà. Après, j'ai l'avantage d'avoir une formidable épouse, c'est vrai, qui me suit partout. J'ai des enfants merveilleux, ça c'est clair. Mais c'est aussi une leçon de vie pour eux, pour nous tous. Ça nous Tout a à un fait. peu, pendant 9 mois, on était là en train de, tu vois, d'espérer, d'avoir le même focus. Donc bien sûr que ça nous a encore un peu plus rapprochés. Et non, après coup, tu te dis c'était exceptionnel. Mais sur le coup, c'est juste stressant en fait. Bah oui, je comprends. Puis ça montre aussi, je pense, ta situation que, bon, tu avais 40 ans, donc j'imagine que tu avais quand même un certain background financier qui t'accompagnait, ce qui est peut-être moins le cas des jeunes, admettons, à 25 ans, qui vont s'expatrier, puis qui ont moins de ressources financières, hein. Parce que là, je me dis, waouh, tu as dû tenir longtemps, payer plusieurs choses à la fois en France, aux États-Unis, donc fort heureusement, tu avais aussi peut-être cette ressource avec toi. Ça m'a coûté presque 300 000 les 10 mois, là, 9 mois. Ouais, parce qu'on est 6, donc dès que tu voyages, bah, Bah oui. et voilà, tu loues. Les avocats, j'imagine aussi, dans tout On a ça, payé des avocats, ça monte absolument, vite. 15 000. Enfin, oui, c'est la folie, c'est Ouais, incroyable. ouais. Ok. Bon, bah, en tout cas, tu t'es relevé, puis visible là, Oui, bientôt oui, résident permanent, là, donc c'est que ça ça. valait la peine. On a hâte, absolument, absolument. Trop bien. Bon, et suite à ça, donc, euh, est-ce que si on peut passer en revue, tu penses les expériences significatives que tu as eues d'un point de vue business, justement, dans ton expatriation aux États-Unis? Bah, en fait, j'ai trois grosses activités que j'ai fait ici. La restauration, que je faisais déjà en France, donc voilà, donc on en a un peu parlé. Et j'ai eu ce magasin de chaussures haut de gamme. Ça, c'est ma deuxième expérience assez courte, mais pas très bien calibrée parce que finalement, à New York, moi, je vendais beaucoup de chaussures de ville. Euh, c'est comme si je te dis qu'au Texas, ben, on porte basket parce qu'on marche beaucoup. Et en fait, les chaussures de ville, les New-Yorkais, ils s'en fichent. Moi, j'ai des personnes pour se marier, ils mettent 200 euros dans une paire de chaussures et ils l'utilisent une fois et ils la mettent à la poubelle, tu vois. Ils sont prêts à mettre 5 000 $ dans une paire de Jordan et ils mettent 200 euros pour se marier, tu vois. Donc, en fait, il y avait une stratégie qui n'était pas la bonne, en tout cas pas la bonne ville. Donc, dès que j'ai compris ça, j'ai coupé. Et puis, ma troisième expérience, c'est celle d'aujourd'hui qui a débuté, on va dire, en 2020, c'est l'immobilier. On est dans le cœur du sujet. Je suis aujourd'hui pleinement sur l'immobilier. Ça me donne du temps et ça me permet quand même aussi d'avoir voilà, une activité intéressante et sympathique. Et donc, depuis 2020, je ne fais quasiment que de l'immobilier ici aux États-Unis. Tu fais quoi exactement dans l'immobilier? Écoute, entre 2020 et 2024, j'ai acheté une cinquantaine d'appartements, deux résidences principales que j'ai flippées, donc acheté, revendu avec une plus-value. Donc j'ai un parc immobilier qui est assez correct en peu de temps. Et ici, un peu comme au Canada, pour acheter, il faut tout de suite mettre un apport, puisqu'on est sur l'hypothèque, donc ils te demandent
15, 20, 25% d'apport à chaque fois. Donc, par exemple, l'année dernière, j'ai acheté un bien à 1,6 million, ils ont demandé 500 000 d'apport. Donc, tu vois, c'est tout de suite beaucoup de cash. Et donc, l'idée en fin d'année dernière, c'était de créer un club deal avec des investisseurs qui mettent un peu de sous avec moi et qui, contre rentabilité, me permettent voilà, de me développer. Et donc, j'ai fait appel à un avocat à Paris qui s'appelle Gaspard de Monclin, très très bon. Il vient de racheter le magazine Le Revenu en France. Ouais, il est formidable. Et donc, il est spécialisé des montages, des levées de fonds, et donc il m'a aidé à structurer ma plateforme. Et donc, j'ai créé ImmoState en 2024. Donc, ImmoState, donc Immo pour immobilier, States pour les États-Unis. Et donc, je m'adresse beaucoup à des francophones, en France et expat, qui veulent investir aux États-Unis sans avoir à gérer le locataire, sans avoir à gérer voilà. Et donc c'est un peu ce que je fais depuis voilà depuis 1 an maintenant. Ok, ok, super. Bah, de toute façon, je pense qu'on va y revenir plus en détail dans quelques minutes. Mais avant ça, j'aimerais bien te poser la question. Donc, au départ, tu as mentionné que tu avais commencé l'expérience en immobilier en achetant des biens, tu les flippes. Donc, ça veut dire que tu les, voilà, tu les rénoves d'une certaine façon pour augmenter la valeur ajoutée et les revendre plus cher. Qu'est-ce que tu faisais comme type de travaux justement pour flipper ces biens-là? Est-ce que c'était de l'esthétique? Est-ce que toi, tu es bricoleur de base ou pas? Alors, est-ce que je suis bricoleur de base? C'est une très bonne question, tu vois, tu m'as donné un peu chaud. Oui, je suis bricoleur, évidemment. Mon père est un grand bricoleur qui m'a appris beaucoup de choses. Il est peintre à la base, donc tu peux imaginer que tout ce qui est lié à la maison, il maîtrise et donc j'ai appris comme ça. Mais est-ce que je bricole? Non. Donc voilà, donc je sais de quoi il s'agit, mais ça m'intéresse pas. Par contre, j'ai une certaine connaissance. Donc moi, quand je fais des achats, je vais seulement sur des rénovations, ce qu'on appelle de la cosmétique. Tout ce qui est fondation, grosses œuvres, trop important, j'y vais pas. Je reste vraiment sur des ajouts. Ça peut être le toit, c'est pas très compliqué, une toiture, mais sinon c'est de la peinture, refaire une cuisine, un peu de plomberie, très peu d'électricité, du chauffage, des choses comme ça. Donc je limite pour pas aller dans des choses trop compliquées pour moi. Ok, je comprends. Mais en même temps, des choses bah, qui font quand même la différence Donne finalement une pour les plus-value acheteurs qui veulent immédiate. pas se casser la tête en fait. Absolument. Ok. Puis est-ce que tu es plus justement sur des biens appartements, maisons, est-ce que tu as une spécialité? Alors, il y a une règle quand tu fais de l'immobilier et que tu veux que ce soit un investissement et un métier, c'est le multifamily. La règle, c'est en général, tu n'achètes pas de one unit. Ok, ouais. Bah, j'ai quasiment que des multifamily. Donc, moi, j'achète en package. Donc, je vais acheter 7, 8, 15, 20 units d'un coup. Et donc, ça peut arriver que sur, je sais pas, 12 units, il y ait une single family et le reste des 2 ou 3 units. Mais sinon, acheter one unit seul, je l'ai fait une fois, ma première maison. Premier investissement à Syracuse et bah, c'était pas un mauvais investissement, mais maintenant, c'est au minimum 2, 3, 4 units à chaque fois, oui. Et puis donc pour être sûr que nos auditeurs comprennent bien, quand tu parles de unit, c'est comme acheter plusieurs appartements ou maisons en même temps. Exactement. Ok. Exactement. Puis Donc, je vais qu'est-ce qui fait que... Pourquoi finalement tu déconseillerais peut-être de partir sur du one unit au départ, tu sais? En fait, c'est une diversification du risque. Ok. Tu vas acheter dans un petit immeuble ou une maison coupée en trois, tu vas acheter 3 appartements pour, je vais te dire, 150 000 euros par exemple. Donc tu vas avoir 3 loyers. Donc s'il y en a un qui part, bah, tu as toujours 2 loyers qui sont versés, ainsi de suite. Alors que quand tu as un unit, bah, par mathématiques, bah, s'il part 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu n'as plus de revenus, ainsi de suite. Et donc c'est pour ça que quand tu veux voilà, être dans l'immobilier et en faire un business, il faut aller sur l'efficacité. Et l'efficacité, c'est les multi-units. Ok, ok, je comprends. Très intéressant. Et t'es seul dans ce projet? Au début, t'étais seul? Tu l'as lancé comme ça? Alors je suis seul, oui, toujours avec mon épouse. Mais oui, je suis seul. Après, j'ai des équipes, c'est-à-dire Bien sûr.
management company avec qui je travaille qui est basée à Syracuse. J'ai 2 contracteurs avec qui je travaille qui sont basés à Syracuse, mais en tant que tel dans ma structure, je suis seul et j'ai des partenaires pour le marketing, pour voilà, pour le juridique, etc. Mais en tant que tel, j'ai pas d'associé, non. C'est ça, ok, ok, super intéressant. Euh, donc, tu as fait ça, tu as multiplié les expériences, les enseignements aussi, j'imagine. D'ailleurs, les achats que tu faisais, achats et reventes, c'était plus dans un domaine géographique spécifique ou pas? Alors en fait, euh, ma première acquisition, c'était à Syracuse. C'est où Syracuse? C'est à 3h30 de Manhattan, en remontant plus en allant sur Albany, voire Buffalo, voire Canada. Tu vois, on Ouais, remonte. je vois, je prends cette route régulièrement pour aller à Ouais, New York. voilà, bah, c'est ça. Et donc, en fait, je voulais un endroit où je peux faire l'aller-retour dans la journée. Donc, tu vois, Texas, j'irai pas, ou Californie, pour l'instant en tout cas, c'est trop loin pour moi. Et l'idée toujours, quand tu veux faire un investissement qui est cohérent, c'est d'acheter bas et d'avoir des revenus locatifs importants. Tu vois, moi, mes 50 appartements, ils sont encore, je les ai pas vendus, ceux-là, ils sont dans mon patrimoine. Et donc, pour dégager une grosse rentabilité, il faut cette balance-là. À combien tu vas acheter, à combien tu vas louer. C'est pour ça que j'achète pas à Manhattan, parce qu'à Manhattan, t'achètes très haut et tu loues moyennement. À Syracuse, t'achètes très bas et tu loues vraiment très haut. Donc ce multiple-là permet de dégager une rentabilité assez forte. En général, je suis à 30-32% de rentabilité. Ah wow, ce qui est quand même pas mal, non? Ouais, ouais. Et puis après, au fur et à mesure, tu commences à avoir des contacts. Donc, tu as des personnes qui t'appellent directement pour des produits qui sont pas encore sur le marché. Donc, c'est ce qu'on appelle le off-market. Après, tu comprends aussi que travailler avec une banque qui propose des foreclosures, ça te permet d'avoir des prix moins chers parce qu'en fait, elles veulent se débarrasser un peu de certains actifs dont ils détiennent, tu vois. Et c'est pas leur vocation. Ils ont juste, quelqu'un ne payait pas, ils ont racheté, ils ont récupéré le bien et maintenant il faut le vendre. Donc voilà, c'est tout ce genre de choses-là qui te permettent d'acheter moins cher. Donc t'achètes moins cher, t'achètes euh, euh, avec des revenus locatifs élevés, et ben tout de suite tu es positif. Ok, direct et positif. Bah, ouais, avec le taux de rentabilité que tu m'as mentionné, ce qui est quand même pas mal. Puis en même temps, je trouve ça super intéressant parce que donc j'ai pas beaucoup de connaissances honnêtement sur ce domaine ni même cette zone géographique, mais j'ai bien vu qu'il y avait une tendance là des personnes qui habitaient à Manhattan ou aux alentours de encore plus aller loin pour justement Alors, accéder ils à vont des loin, maisons ou une ils vont vers qualité chez de vie. moi, C'est dans le ça. New Jersey, mais Syracuse, c'est vraiment trop loin de Manhattan. Ok. Par contre, c'est très dynamique. Ils sont en train de vraiment dynamiser cette région. Il y a Amazon qui a créé un gros warehouse. Ouais. Et là, il y a un projet qui s'appelle Micron, où il y a à peu près 100 milliards qui sont investis. Et donc, je sais pas, c'est 40 000 emplois qui sont en train d'être créés là-bas. C'est une région en plein boom, comme beaucoup d'endroits aux États-Unis, hein. Mais cette région-là, elle est particulière. Il y a une grosse université à Syracuse, formation, médecine, nurse. Donc voilà, donc c'est une belle zone. Et donc pour l'instant, c'est ma zone privilégiée. Ok, super intéressant. Euh, ok, puis effectivement, j'imagine, parce que donc, qu'est-ce qui fait, là j'ai plein de questions, mais je veux pas me perdre nos auditeurs, donc on va y aller étape par étape. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es levé, tu t'es dit, ça me suffit pas d'avoir un restaurant, d'avoir 50 appartements, maintenant je veux justement aider les autres personnes à investir avec moi pour, j'imagine, t'aider aussi à toi de développer tes activités plus C'est facilement, mais ça. est-ce qu'il y a eu d'autres motivations derrière ça? En fait, tu sais, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis issu de la banque. Je sais ce que c'est que travailler à la banque, je sais ce que proposent les banques, encore plus en France. Et la vérité, c'est que quand on te propose 2,5 ou 1,75 sur un livret A, c'est juste un scandale. Donc, l'idée, c'est quand même aussi d'aider des personnes qui peuvent pas forcément voyager
et qui peuvent pas accéder à des biens à, je sais pas, 400 000, 500 000, et donc d'avoir des grosses rentabilités à cause de ça, de les aider à quand même petitement à pouvoir voilà, partager le gâteau, comme on dit. Eux, l'avantage pour eux, c'est qu'ils ont une meilleure rentabilité. Aujourd'hui, moi, je propose 15% par an. Entre un livret A à 1,75 et une rentabilité à 15%, ben, vite compris. Et de l'autre, eux, ils m'aident en m'apportant des fonds et en me permettant de continuer à grossir. Donc en fait, c'est comme on dit un win-win. Chacun y trouve son compte. J'ai voulu faire des projets assez courts, donc on est sur 2 ans. Donc Ok. quand tu es chez moi, tu investis pour 2 ans et dans 2 ans, tu récupères ton capital. Ce qui te permet bah, peut-être de te dire que avec ce que je vais gagner, je vais acheter une voiture, je vais faire un apport sur quelque chose. Et puis si tu veux plus long, bah, tu refais un autre investissement au bout de 2 ans, quoi. Donc voilà, donc à une année, ça se passe plutôt bien. On a levé à peu près 1 million cette année. Super, félicitations. Et donc grâce à ça, je vais racheter 70 appartements là dans les semaines qui viennent. On a déjà signé. Ouais, donc il y a des belles choses sur l'année 2025 qui se sont passées. Trop bien. Puis pourquoi avoir fait le choix justement de partir sur des courts mandats de 2 ans et pas plus longs? Alors, parce que je suis nouveau et Ouais, que je dois prouver. ouais, c'est Euh, vrai. donc en fait, je veux, et c'est pour ça aussi que je donne des règlements mensuels. C'est pour que dès que tu investis chez moi, tu vois que les intérêts tombent tous les mois. Donc c'est perceptible. Deux, parce que si je t'avais dit 7 ans et que tu me connais pas, tu te dirais, bon, Thierry, il est gentil, mais on va peut-être attendre. Donc là, tu te dis 18 mois, 24 mois, c'est court, et ça te permet de voir rapidement si ça se passe bien, en fait. Et je trouve ça super intéressant de rassurer aussi ton client avec des revenus mensuels. Parce qu'en plus, il y a quand même pas mal de scandales hein, de compagnies euh, comme la pyramide de Ponzi, etc., où justement il y a eu des abus. Et là, avec Internet, il y a de plus en plus de personnes qui peuvent se mettre sur ce type de marché. Mais finalement, voilà, ça peut être effrayant un petit peu pour quelqu'un qui s'y connaît pas. Parce que toi, ta cible, c'est plus les investisseurs, on va dire, un petit peu chevronnés, ou est-ce que c'est plus les investisseurs un peu novices qui veulent commencer tranquillement à se lancer dans quelque chose? Alors, en commençant il y a un an, je me suis dit, puisque moi le minimum c'est 1 000 € d'investissement, donc je me suis dit en fait, je vais avoir plein de personnes à 1 000 €. Ça va être, voilà, je vais avoir, je sais pas, en moyenne c'est 250 000 mes levées. Donc je me suis dit, je vais avoir 250 personnes à 1 000 €. Et en fait, non. En fait, j'ai très peu de personnes à 1 000 € et j'ai plutôt des personnes qui mettent 10 000, 20 000, 100 000 et qui sont des chefs d'entreprise ou des personnes un peu plus âgées qui ont un livret A en France et qui en ont marre voilà, qui ont un projet à terme de racheter quelque chose et qui en attendant veulent faire fructifier leurs revenus. Donc, voilà, mon panier moyen, il est plutôt, on va dire, autour de 20-25 000 maintenant. Ok, je comprends. Puis la majorité de tes clients, est-ce que c'est des personnes qui habitent en France ou plus des expatriés autour du monde? Alors, 100% francophone, 70% expat, 30% en France. Ok. Et expat aux États-Unis ou pas forcément? J'ai partout. J'ai les Ok. États-Unis, j'ai le Canada, j'ai la Belgique, j'ai le Brésil, j'ai le Mexique, j'ai en Afrique, en Suisse, oui, au Luxembourg, j'ai vraiment, en Espagne, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de pays. En Chine, Ok. ouais, C'est c'est vrai, international là, c'est clair. international. Mais j'ai aussi un certain nombre aux États-Unis, à New York et puis un peu ailleurs, Floride, Texas, etc. OK, OK, super intéressant. Hem et comment, donc je sais que tu as quand même plusieurs expériences, entrepreneuriales aux États-Unis. Peut-être si on fait un petit aparté sur ça, est-ce que selon toi, c'est plus facile de lancer des business aux États-Unis? Quelles sont les différences dans le domaine du business, de l'entrepreneuriat que tu vois aux États-Unis vs en Europe? Est-ce qu'il y a eu des choses Alors, qui t'ont surprise? ouais. Alors, est-ce que c'est plus facile de lancer aux États-Unis? J'ai envie de dire que oui. C'est plus rapide, euh, c'est moins contraignant, il y a moins voilà, de barrières administratives, c'est la réalité. Euh,
Les banques ne jouent pas le jeu, par contre, comme en France où tu peux faire un prêt. Si je sais pas, tu ouvres un salon de coiffure, tu peux faire un prêt. Ici, ça n'existe pas. Les banques ne prêtent pas aux entreprises, Ah quasiment. ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, Mais est-ce ouais. que après c'est compensé par le fait que tu peux avoir une grosse marge de crédit avec les cartes de crédit entreprise ou Oui, même si... après, il y a le système du crédit score, donc après, il faut quand même travailler. Ils peuvent te donner aussi du cash advance, par exemple, dans les restaurants. C'est-à-dire que si tu fais, je vais te dire, par exemple, 100 000 de cartes bleues par mois, ils sont capables de te dire, tiens, je te donne 50 000 et chaque jour, sur tes cartes bleues, je te prends 500 euros, 500 euros, 500 euros jusqu'à ce que tu rembourses tes 50 000. Donc, c'est des Ouais. différents types de crédits, mais en tant que tel, où tu achètes un fonds de commerce comme en France et tu vas à la banque et tu te dis, voilà, je veux acheter un fonds de commerce ici, jamais vu. Donc, il faut quand même un peu de trésor. Après, ici, il y a des crédits vendeurs, donc tu peux t'arranger avec. En fait, les gens ici sont quand même créer des choses. Tu vois, Mais tu ça peux. reste qu'il y a des intérêts peut-être certainement beaucoup plus élevés, ou en tout cas c'est peut-être moins facile ici, enfin en tout cas aux États-Unis, pour Les intérêts débloquer sont, de l'argent. ouais, les intérêts sont élevés, Ouais, mais la rentabilité aussi est ouais, importante. ouais. Euh, Lancer un business ici, je pense que c'est plus facile. Par contre, la partie légale, où tu dois vraiment lire chaque ligne, ici, il faut vraiment faire attention. Et il te faut un avocat, deux avocats, trois avocats, parce que tu peux, en signant un truc, te mettre dans une situation vraiment inconfortable, qui est moins en France, tu vois. Ok, ça t'est déjà arrivé toi? Ici, ouais. Ah ouais. Est-ce Ouais. est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ou on peut Euh, passer hein, je si sais pas tu si veux. c'est utile, mais j'avais un partenariat et tu sais, quand j'avais le magasin de chaussures, j'ai fait un partenariat avec une star des réseaux et qui fait des pubs pour Prada, pour Louis Vuitton, tu vois. Donc, euh, et il devait venir présenter mes chaussures. Et en fait, le contrat que j'ai signé, il était un peu trop serré, tu vois, il était un peu trop, voilà, il m'a un peu tordu. Ok. Euh, et j'ai appris que non, malgré que j'avais un avocat, lui, il avait un avocat beaucoup plus chevronné, et il m'avait mis des contraintes trop importantes, eu égard à ce que je devais lui payer. Et donc, Covid est arrivé, et j'ai pu m'en sortir. Mais sinon, j'étais embarqué dans une histoire qui aurait pu me coûter un peu de sous. Ok, je comprends. Alors que dans le feeling, dans les échanges, c'était très friendly. Et en fait, c'est ici, c'est ça aussi qui est un peu difficile. C'est très friendly, mais il faut vraiment avoir tes avocats préparés. Ouais. Ok, c'est super intéressant. Merci de nous partager ça parce que je trouve que c'est pas forcément une différence qu'on nomme souvent, ou en tout cas à laquelle on pense quand on pense différence business entre France et États-Unis. Euh, Après ici, ça va vite, hein, clairement. ouais, C'est-à-dire que en France, il y a un plafond de verre qui est difficile à dépasser, à casser. On te met tu vois, dans des compartiments, dans des castes. Ici, la vérité, c'est que si tu travailles, tu réussis. Ça, c'est clair. En France, tu peux travailler comme un fou et être plafonné. Et bon, bah, tu vas peut-être pouvoir aussi le dire, mais ici, si tu travailles sérieusement et que ton travail est bon, tu vas réussir. Et c'est vrai qu'ils disent sky is the limit, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux croître d'une manière exponentielle assez incroyablement ici que tu n'aurais pas imaginé en France, quoi. donc l'American Dream, toi, tu valides. Ouais, Tu le vis? mais Est-ce que tu dirais que tu vis ça? oui, enfin, on est dans le process. Ici aux États-Unis, il y a tellement d'argent que il y a des levels, tu vois. Tu te sens toujours plus bas que quelqu'un. Oui, bien sûr. Donc quand tu te rends compte d'où tu viens, d'il y a 10 ans, tu te dis waouh, quel parcours. Tu tournes la tête chez le voisin et tu vois, tu te dis ok, bon, bah continue à travailler. Mais toi, je imagine que c'est un peu pareil. Je pense que en arrivant au Canada là, tu dois quand même te dire que ce que tu fais ici, je dis pas que c'était pas possible en Europe, mais peut-être avec plus de temps, peut-être qu'avec moins de confiance que les gens te font, tu vois, ici ils te donnent quand même la confiance.
Et si tu la rends, ben voilà, ça bosse. Oui, tout à Est-ce que fait. tu es d'accord avec ça? Oui, 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 100%, hein. Puis moi, quand j'ai ouvert ma clinique en psychologie justement à Montréal, j'étais nouvellement membre de l'ordre. Puis voilà, les circonstances de la vie, un peu comme toi, les circonstances qui ont participé à ton départ aux États-Unis, moi, les circonstances de la vie m'ont amené dans cette direction d'ouvrir cette clinique à ce moment-là. Et en fait, j'avais des retours de mon entourage en France, donc un entourage très bienveillant, etc. Il n'y a pas de problème, c'était pas malveillant, c'était pas mal intentionné, mais des retours du type, mais est-ce que t'es pas trop jeune pour ouvrir une clinique? Est-ce que les gens ils vont te faire confiance parce que t'es un professionnel avec peut-être peu d'ancienneté? Puis ça, c'était frappant de voir à quel point en fait il y avait une différence culturelle en fait qui se jouait à ce moment-là. C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, on a l'habitude de dire ici que on te fait de la confiance, on te donne la confiance. On va te fa- Ça veut dire même quand t'es nouveau, limite, ils veulent te dire bon, ah, t'as essayé. En fait, ils sont dans cette idée-là de te dire waouh, t'as passé le pas, t'as essayé. Eh ben, écoute, on va essayer ton restaurant. On va te donner cette force, tu vois. Et si tu la rends, ils vont revenir. C'est sûr, si tu te loupes, bon, ils viendront peut-être une deuxième fois, pas une troisième. Mais dans leur esprit, c'est de dire, t'as fait le pas, on y va, on va te donner ce coup de main. Et que je vois pas en France. Bien sûr, il y a des enseignes ça et là qui cartonnent, mais c'est pas cet engouement que tiens, on va lui donner un coup de main, etc. Ils sont plutôt de te dire, waouh, lui il a réussi, c'est pas normal, qu'est-ce qu'il a fait, comment ça se fait, comment ça à cet âge-là, elle a déjà une clinique, c'est sûr, ses parents ils sont, tu vois, en fait, et on est tout de C'est suite ça, oui. dans une mentalité et ils oublient de se dire mais comment il a fait, quel courage, bravo à lui, même moi je devrais m'en inspirer et est-ce que tu peux me donner des tips? Moi je donne toujours cet exemple-là que quand j'avais mon restaurant, ça m'est arrivé d'être court parce qu'on a fait un gros brunch par exemple le dimanche, j'ai plus de frites ou plus de vodka ou de Prosecco et je dis à mon cuistot, le magasin il est fermé, on fait comment? Et il me dit attends, je vais dans le resto d'à côté et je leur demande. Tu vois. Et il me donne trois box de frites et il me dit c'est bon, mardi, mercredi, quand t'as fait les courses, tu me les rends. Mais en France, ça n'existe pas ça. Waouh, c'est une belle mentalité, ouais. Ouais, parce que je crois que ici, la compétition, elle est plutôt saine. C'est un peu comme dans le sport. Tu vois, tu regardes un peu le basket ou, je sais pas, le football américain. Quand ils sont sur le terrain, c'est des chiffonniers. Et puis à la fin, ils mangent ensemble et ils partent en vacances ensemble, tu vois. Et en fait, c'est ça, ils se tirent vers le haut. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué ici. Super intéressant, ça me fait penser, je sais plus quand, dans les derniers jours, j'entendais parler de quelqu'un en France, un entrepreneur qui avait fait faillite. Puis c'était quelqu'un, voilà, son entreprise allait très très mal. Puis c'est tellement mal que tu te demandes si c'est pas mieux de faire faillite en fait que de continuer, plus stratégique. Et en fait, il disait que c'est tellement mal vu la faillite qu'il peut pas faire faillite. Sauf que aux États-Unis, faire des faillites, enfin, tu sais, les gens ils disent, t'as déjà fait faillite une fois dans ta vie, c'est limite c'est normal quoi, parce qu'à C'est un ça. moment donné, il y a des circonstances, etc. Donc, est-ce que toi, t'as vécu aussi des différences comme ça vis-à-vis de la faillite, qui est un mot qui peut Bien faire sûr. très peur en France en fait? Bien sûr. Bah écoute, quand j'ai quitté la banque, premier magasin, enfin, premier business que j'ai fait faillite. En 2005, je crois, ou 2006. Et 20 ans après, tu vas en France, ou 30 ans après, et ils te disent, tu veux ouvrir une boîte, et ils te disent, monsieur, tu as fait faillite en 2005. D'accord, mais en fait, vous savez même pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi le parcours, pour combien, parce que finalement, faillite, ça veut rien dire. Tu Ça peux veut faire rien faillite dire. pour 1000 euros, pour 1 million, c'est ridicule. Eh ben non, t'es catalogué. Alors qu'ici, en effet, ils te disent que faillite, c'est... alors, t'es pas obligé. Mais quand tu fais faillite, on suppose que tu as appris de tes erreurs. C'est un peu tomber quand tu apprends à marcher, quoi. C'est assez courant, assez logique que avant de commencer à courir, bah, tu marches doucement, tu tombes, tu te relèves, et puis après, tu arrêtes de tomber. Ben, c'est un peu ça l'idée ici, qui est très très différente en France. Donc oui, j'ai pas eu l'occasion de faire faillite ici, et j'espère pas, je pense pas, parce que peut-être que j'ai un peu plus d'expérience, mais en France, oui, j'ai eu l'occasion de faire une liquidation, et bon, c'était ma première. Ça m'a pas empêché de faire une carrière récente, mais la perception, en effet, aux États-Unis est très différente. Très intéressant. Puis est-ce que... Ouais, vas-y, je t'en prie, D'ailleurs, excuse-moi. ici, tu sais que tu peux faire bankruptcy. Non, je sais quoi?
En fait, ici aux États-Unis, quand tu fais faillite, ça s'appelle la bankruptcy. Donc voilà, Banqueroute, quoi. tu fais la banqueroute. Et au bout de, je crois, 3 ou 4 ans, 5 ans, en gros, c'est effacé. Tu peux repartir comme si de zéro, mais comme si tu n'avais pas ce passif-là, tu vois. Donc, il te redonne cette chance-là. Puis je me demande aux États-Unis, donc admettons ta société elle fait faillite, donc c'est pas toi personnellement qui fais faillite, mais c'est ta société qui fait faillite. Est-ce que ça impacte quand même considérablement pendant les premières années après ta faillite ton dossier personnel à toi? Ou est-ce que vu que c'est une incorporation par exemple, tu sais, c'est vraiment comme dissocié? Oh non, ça va quand même impacter parce que ici il y a le crédit score et que malgré que c'est ta boîte, c'est quand même ton crédit score. Donc ça va se voir. Ça va se voir. Ça veut pas dire que tu vas pas pouvoir faire quelque chose, mais ils vont te donner des taux plus importants et ils vont être plus vigilants certainement dans l'apport. Au lieu de donner 30%, ils vont te demander 50 ou 60. Donc ça a quand même une incidence. Ok, ok, je comprends. Ça me fait penser à une question que je voulais te poser tantôt, mais que j'avais oubliée. Euh, de façon générale, donc pour les personnes qui nous écoutent, tu sais, qui se questionnent là, sur comment ça se passe d'acheter, admettons, un bien résidentiel aux États-Unis, quel est le pourcentage d'abord qui est attendu en règle générale si tu as un crédit score, si tu as un historique de crédit, etc. Alors, tu veux dire enfin, quand tu vis ici ou Ouais, même quand... on va commencer par ça, puis après on dira au niveau de si tu viens d'arriver, parce que là c'est très différent. Alors en vérité, les Américains, ils t'imposent pas d'être aux États-Unis pour acheter. Donc quelqu'un comme toi aujourd'hui, si tu veux acheter aux États-Unis, c'est possible, sans problème. Quelqu'un qui est en France aussi ou peu importe. Pour les étrangers, souvent ils demandent 30% d'apport. 25, 30%, c'est à peu près la moyenne. Pour les Américains aussi d'ailleurs. En fait, la raison c'est simple, c'est que ici, ils prennent une hypothèque. T'achètes un bien 1 million, ils prennent une hypothèque d'1 million. Donc eux, pour se couvrir et pour avoir une marge si demain tu payes pas, ils veulent pas que tu aies 1 million d'encours. Donc ils vont te dire si tu achètes un bien d'1 million, s'il te plaît, mets 300 000. Comme ça, on sait déjà qu'en gros, si demain tu payes pas, on peut vendre le bien à 720 et on n'est pas obligé de le vendre à 1 million. En fait, c'est pour ça qu'ils demandent un acompte important. En France, il y a des systèmes de cautionnement comme le crédit logement et autres qui se portent caution à ta place. Ici, c'est vraiment une hypothèque. Donc, en moyenne, pour répondre à ta question, on est entre, allez, 20 et 30%, c'est la moyenne classique. Il y a cependant certains programmes, premiers acheteurs, tu sais, first buyer, etc., où parfois ils te proposent seulement avec 3% d'acheter. Donc ça arrive une fois dans ta vie, mais c'est possible, dans des programmes précis, mais qui existent. Mais sinon, on est voilà, entre 20 et 30% en règle générale. Ah ouais. J'aurais pensé peut-être plus bas. Tu sais, on entend souvent les États-Unis que parfois pour certaines choses au niveau financier ça peut être plus facile, etc. Mais là c'est quand même très pas conservateur parce que tu sais, je comprends tout à fait, ça fait beaucoup de sens, mais ça reste sur des biens, sur des villes où les biens en fait ont une valeur très élevée. Ça reste quand même beaucoup d'argent, hein. C'est pour ça que ImmoState est venu, hein. C'est ça. Si à chaque fois que tu dois acheter un truc, tu dois mettre 30%, tu vas vite être essoufflé. Donc ces 30%-là, c'est grâce à mes investisseurs que je peux les mettre et donc continuer à, tu vois, à grossir. Ok, bah oui, effectivement, je comprends tout à fait. Et donc, comment ça a été pour développer au début ImmoState? Tu sais, est-ce que c'était facile? Quelles sont les actions business que tu as mis en place pour te faire connaître? Là, je trouve ça génial qu'au niveau international, tu as déjà une bonne visibilité, visiblement. J'ai commencé de zéro, vraiment zéro, créer le nom, le logo, enfin voilà. Donc j'avais deux partenaires, donc le avocat donc Gaspard, et puis j'ai travaillé avec une boîte qui s'appelle Collect. Donc j'ai Florian et Nicolas. Voilà, ça c'est mes deux autres partenaires. Donc c'est eux qui m'ont aidé sur le marketing, sur la création du site, etc. Ils sont habitués à ce genre de produits, tu vois. Donc une fois que ça a été fait, bah après, c'est beaucoup LinkedIn. Moi, je suis pas très réseaux sociaux à la base, donc j'ai commencé à zéro LinkedIn. Là, je suis à 7 000, je crois, ou quelque chose comme ça en 1 an. Donc, j'ai vraiment fait beaucoup de LinkedIn, beaucoup de posts. Je poste 2 fois par semaine. Je travaille avec quelqu'un qui m'aide à rédiger mes posts, qui s'appelle Laura. Et puis, j'ai commencé des webinaires. Donc, je travaille beaucoup avec French Morning, French District,
le petit journal, parce que c'est vrai que je me rends compte que quand même beaucoup de mes investisseurs sont expats. Ouais. Et c'est comme si tu veux, dès que tu quittais la France, tes œillères tombaient et que tu te disais, waouh, il y a autre chose. Et en fait, c'est peut-être, je sais pas si c'est le goût du risque ou d'avoir essayé autre chose, de se dire que non, en fait, c'est vrai que 2% en France, ils se foutent de nous. Et ben voilà, j'ai plein d'expats. Et donc c'est pour ça que aussi je continue à cette voie-là de pouvoir un petit peu m'entretenir avec les expatriés, un peu leur expliquer ce que je fais. Et puis souvent quand tu es expat français et que tu parles un français, c'est aussi plus facile. Ils peuvent poser des questions plus techniques et puis je suis très disponible, donc voilà, ça se passe plutôt bien. Trop cool, trop bien. Donc finalement, trouver des partenaires clés qui sont déjà positionnés sur le créneau de l'expatriation, ça t'a permis quand même de te faire connaître facilement. Absolument, absolument. Ouais. Donc des newsletters, voilà, et puis vraiment aussi vraiment LinkedIn, voilà, les gens. Alors après LinkedIn, j'ai beaucoup de Français qui sont en France, mais voilà, ça m'aide aussi à avoir une visibilité. Je suis passé dans Forbes, j'ai eu un article chez Forbes en Belgique, euh, donc oui, donc j'essaie un peu de. Et puis là, je suis chroniqueur dans Le Revenu, donc je vais avoir une petite chronique chaque mois. Donc voilà, j'essaie de me faire connaître. C'est pas facile, partant de zéro, mais le chemin parcouru cette année est pas si mal. Ben oui, effectivement. Puis c'est normal hein, qu'au début ça prenne quand même un peu de temps, puis qu'après justement ce soit que exponentiel. C'est Mais ça. tu as l'air d'avoir déjà posé de bonnes fondations. Oui, on espère, oui, oui, je pense, oui. Oui. Puis est-ce que, donc là, si jamais on veut investir à tes côtés, concrètement, on te contacte où sur ton site web? Oui, alors soit sur LinkedIn, Thierry Gaëtan, soit sur imostate.com. Et puis moi, je suis très joignable dès voilà, on fait un Zoom ou je te donne mon numéro WhatsApp, on s'appelle, on échange. Bien sûr, j'ai des webinaires qui sont en ligne, donc où on peut déjà un petit peu comprendre et appréhender un peu ce que je fais. Et puis j'ai beaucoup de partenaires aussi, des CGP, donc des conseillers en gestion de patrimoine qui signent avec moi, j'ai des agences immobilières qui signent avec moi pour m'apporter des clients. Et puis bah voilà, on avance comme ça. Et puis au plaisir, hein, j'ai des personnes qui voyagent, qui viennent à New York, qui sont investisseurs, donc on prend un café ensemble, on prend un lunch. Là, la semaine dernière, j'étais en Floride, j'ai rencontré un de mes investisseurs, on a passé un temps sympa sur un bateau, donc au-delà de juste investir avec Thierry, on se donne des tips, un peu comme on a parlé un peu avant, voilà, tiens, j'ai tel contact, tu peux l'appeler de ma part et tout, donc ça crée aussi une communauté, et peut-être l'année prochaine, j'ouvrirai un Instagram ou plutôt un Telegram où voilà les investisseurs sont là, ils peuvent un peu s'échanger des trucs. Mais oui, c'est l'essentiel, c'est de voilà de le faire en bonne intelligence et que chacun s'y retrouve. Moi, j'ai besoin d'investisseurs. Les investisseurs, ils ont besoin d'une rentabilité. En même temps, ils ont aussi d'autres types de problématiques. Si je peux les aider, tiens, j'ai un avocat d'affaires qui est bon, tu peux l'appeler de ma part. J'ai un banquier, tu peux l'appeler de ma part. J'ai une CPA, expert comptable, tu peux l'appeler de ma part. Tu veux immigrer, j'ai une bonne avocate de l'immigration, appelle-la de ma part. Bon, ça me coûte rien, du temps peut-être, mais bon, je suis comme ça, donc pas de souci. Donc j'entends une approche très humaine en fait derrière les Ouais, chiffres. on va dire ça absolument. Ah oui, parce que il y a des personnes qui veulent pas, hein, il y a des personnes qui investissent, c'est fin, et avec voilà, on respecte ça. Tu sais, j'ai fait Uber pendant 4 mois ici, parce que c'était comme ça et que j'arrivais plus à payer les factures et je lui ai dit à mon épouse, écoute, il n'y a pas le choix, il faut, voilà. On sort, retrousse les manches comme on dit et on y va. Donc pendant 4 mois, j'étais obligé de faire Uber. Et ce que j'ai appris, c'est que tu vois, quand les clients montent, il y a des gens qui veulent parler. Et ben tu parles avec eux, tu les écoutes, tu échanges, tu réponds aux questions s'ils veulent répondre aux questions. Il y en a, ils font des monologues et t'es là pour écouter. Et puis il y en a, ils veulent pas parler. C'est pas grave, tu fais le même service, tu ouvres la porte, tu prends la valise, tu la mets dans le coffre et tu lui dis merci, bonne journée. Et chacun a le droit, tu vois. Donc c'est juste à respecter en fait. Donc être à l'écoute du client finalement. Exactement. Ok, Exactement. je comprends.
En tout cas, merci beaucoup Thierry pour ton partage d'expérience. Ça passait vraiment très très vite. On Ouais. est déjà à la fin de cet Merci épisode. Amélie. Ouais, merci Amélie pour ton temps et l'invitation. Et puis au plaisir de te rencontrer n'importe quand tu viens à New York, c'est avec plaisir. Pareillement, on reste en contact pour sûr. Ok, à À bientôt. bientôt, bye. Bientôt, bye bye. Pour aller encore plus loin, n'hésitez pas à consulter notre site web, le lien est en barre d'infos. Tu y retrouveras de nombreuses offres d'emploi pour les professions médicales, paramédicales, spécifiquement dédiées aux personnes expatriées. Tu retrouveras de nombreuses informations sur l'équivalence de diplôme, l'immigration et les offres exclusives de nos entreprises partenaires qui t'aident dans ton expatriation. Moi, c'est Amélie, je suis également expatriée, professionnelle de santé, et j'aide les personnes comme toi dans ce processus de déménager notre vie professionnelle à l'étranger. N'hésite pas à me contacter via notre site web ou simplement en laissant un commentaire sous cet épisode si tu veux toi aussi être accompagné dans ce projet.